Bonjour, bonjour et bienvenue à vous au forum mythique. Une question du monde IT de l'heure, la place de l'Algérie bien sûr, et un invité pour en parler. Utile de vous rappeler tout de même le principe de notre rendez-vous, sponsorisé par l'opérateur téléphonique Mobilis. Alors pour ce nouveau numéro, gros plan sur le secteur des télécoms. Nous allons dresser bien sûr la situation du marché, nous allons parler des investissements dans ce domaine, la téléphonie mobile bien évidemment et son apport, son impact. Notre invité du jour est Felid Farah, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes consultant TIC, vous êtes universitaire, vous enseignez à l'université de Bab Zouar et vous êtes rédacteur spécialisé. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Première question, toute simple, comment aujourd'hui se porte le secteur des télécoms en Algérie? Une question. En tant que consultant, je peux vous d'ores et déjà dire que les télécoms en Algérie, notamment dans le volet mobile, évoluent bien, mais un peu lent, mais évoluent bien. Les télécoms avec des chiffres, ça, je n'ai pas de chiffres, mais vu la demande qui ne s'arrête pas, la demande en services télécoms en Algérie ne s'arrête pas, elle est en nette croissance et parfois dépassant l'offre offerte par les trois opérateurs. Je peux vous dire que le secteur de télécoms en Algérie est très productif pour l'économie nationale, notamment pour le côté argent. Voilà. Très bien. Il y a 2 ans, nous avons assisté à une baisse du chiffre d'affaires du secteur des télécoms et c'était dû, selon l'ARPT, à une saturation du marché. Est-ce que, à votre avis, c'est toujours le cas en 2019 ? Non, en fait, ce n'est pas une saturation de marché. C'est je ne dis pas. Je ne veux pas utiliser le terme blocage, mais le secteur de télécom, il a évolué. Il a évolué. Auparavant, on transportait de la voix par commutation, c'est-à-dire par la méthode traditionnelle, qui rapportait de l'argent après consommation d'unités téléphoniques. Aujourd'hui, c'est la data. Et les opérateurs, pour avoir le retour sur l'investissement mis dans la 3G et dans la 4G, il leur faut d'autres sources de revenus pour arriver à une croissance. Rester sur la vente des temps de connexion et des moyens de connexion est insuffisant. Donc il faut y aller vers le marketing digital, vers la vente des contenus, vers je ne sais pas, tous les contenus qui sont consultés par les utilisateurs via les trois opérateurs, à 99% proviennent de l'étranger. Donc il n'y a pas la touche nationale. Il faut qu'il y ait un marché de contenu local transporté par les opérateurs mobiles locaux pour avoir accès à de nouvelles sources de revenus qui vont alimenter bien sûr le tableau de bord économique de chaque opérateur. Alors, une étude récente, un classement, et nous allons en revenir dans un instant, il s'agit de Budcoms Telecom Maturity Index. Oui. Vous pouvez déjà nous expliquer de quoi il s'agit? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette étude? Non, enfin, il y a eu des publications. C'est un travail destiné à juger les capacités techniques des opérateurs, notamment dans le continent africain. D'accord. Alors cette étude, elle classe l'Algérie parmi les 3 premiers en matière de projet TIC. On ne peut que s'en réjouir. Ben oui. Déjà 3e, pour moi, c'est un résultat insuffisant. Vu l'importance d'un pays comme l'Algérie en Afrique, l'Algérie devrait être à la tête du classement. Pourquoi cette 3e place? Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Algérie a mis le paquet sur l'investissement en infrastructure en Algérie. Nous avons 3 opérateurs LTE en Algérie. Et nous avons un opérateur fixe, un opérateur ADSL ou là, un opérateur fibre à l'avenir, je ne sais pas. Et nous avons 3 réseaux fonctionnels. Et sans
sans mutualisation de réseau, sans partage d'équipements. Chaque opérateur a ses propres équipements. Donc, point de vue infrastructure, l'Algérie, elle est bien avancée. Mais néanmoins, sur le côté exploitation, il y a encore des efforts à faire. Il faut arriver à instaurer un écosystème qui permettra à l'opérateur de passer de son statut traditionnel de transporteur de données ou de voix à un fournisseur de support pour alimenter, en matière de télécom, tous les processus économiques engagés dans le pays. C'est ça le virage que l'Algérie ne doit pas rater. D'accord, alors c'est une histoire de 100 critères en tous les cas, selon le document auquel on a eu droit, et l'Algérie figure donc à la 3e position après l'île Maurice et l'Afrique du Sud. Alors, c'est visiblement la téléphonie mobile aujourd'hui qui prend la part du lion lorsqu'on parle de télécom, de TIC. On se rappelle du passage de la 3G à la 4G. Il a fait couler beaucoup d'encre. Vous-même, vous y étiez pour. Vous me racontiez tout à l'heure qu'il y a eu des détracteurs qui n'étaient pas vraiment pour le passage à la 4G. Aujourd'hui, on parle de la 5G. Oui. Est-ce qu'on assiste au même scénario, au même débat? Non, la migration d'une génération à une autre en téléphonie mobile, que j'appellerai maintenant réseau mobile, parce que pratiquement les opérateurs ne font plus de services téléphone, ils font de services de données. Même les utilisateurs se mettent à jour. Parfois, les utilisateurs sont en avance par rapport aux opérateurs. C'est vrai. Moi-même, je l'ai dit. Moi, j'étais partisan d'une migration 2G, 4G, sans passer par la 3G. Les écrits sont là, vous pouvez les lire. Bon, il y a eu la 3G qui devient qui devient une charge sur le processus d'investissement global. Nous sommes dans la 4G, nous pouvons y aller vers la 5G, nous pouvons y aller vers la 5G. Pourquoi? Parce qu'entre la 4G et la 5G, la part d'investissement va concerner uniquement le côté radio du réseau. Parce que vous savez, un réseau de télécom mobile, il est divisé en 2 parties. Il y a un réseau cœur, là où le flux d'informations est aiguillé pour qu'il arrive au destinataire, et le réseau radio, c'est celui qui est censé localiser, capter tous les terminaux qui sont activés dans une zone. Donc, pour passer de la 4G à 5G, 90% de la part d'investissement va concerner la partie radio. Et le réseau cœur va rester le même. Pourquoi? Parce que le réseau cœur du LTE, c'est un réseau à majorité software. Donc, le software, ce qui est avantageux dans le software, c'est que pour passer à une autre génération, il suffit d'une mise à jour. Il y a une échéancier aujourd'hui pour parler de la 5G, de la migration vers la 5G. Vous savez, la 5G, ce qui la diffère de la 4G, c'est la vitesse de transmission. Pour nous, en Algérie, avec l'état actuel du marché digital en Algérie, la 4G suffirait. On n'aurait pas besoin de la 5G. Mais pour rester bien classé dans les évaluations des bureaux d'études dans le monde, parce que ces évaluations sont consultées par les investisseurs étrangers pour venir investir dans le pays, il faut se préparer toujours à une migration 5G, même si elle serait partielle, pas dans tout le pays. Pourquoi? Parce que ce qui différencie la 5G de la 4G, c'est la vitesse. L'importance de la vitesse, c'est la rapidité avec laquelle les données vont arriver. C'est la 5G qui va permettre aux chirurgiens de pratiquer une opération chirurgicale à distance. C'est la 5G qui va permettre à un camion sans chauffeur de travailler dans un chantier. La moindre erreur, le moindre retard d'arrivée d'une donnée va créer un problème grave. Et la 5G, c'est la technologie qui va faire basculer le vecteur digital qui jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on l'appelle TIC? Parce que le vecteur digital a toujours concerné l'information et la communication. Mais aujourd'hui, le vecteur digital avec la 5G et les différentes innovations technologiques dans le domaine
va concerner l'agriculture, la santé, les services publics, le transport aérien, ferroviaire, la distribution des eaux, va concerner tous les secteurs. Donc la 5G va généralisation, la digitalisation et la transformation digitale de toute entreprise. Donc la 5G, c'est elle qui va porter qui va être le support de l'économie de demain, c'est-à-dire l'économie digitale. Alors on entend beaucoup parler de la 5G en ce moment, au niveau international déjà, cette histoire de perte de données, de vie privée. Qu'avez-vous à dire aujourd'hui pour un peu, j'ai envie de dire, rassurer? Tout ce que je peux dire, bon, vous savez, tout ce que je viens de dire, il est fonctionnel toujours autour d'Internet. Si on éteint Internet, plus rien ne fonctionnera. Et vous savez, les points négatifs de l'Internet, c'est disons, je ne vais pas dire la vie privée ou je ne vais pas dire la sécurité de l'information, je vais dire la contradiction avec le monde réel. Il y a une contradiction entre le monde digital et le monde réel. Il y a des choses qui se passent dans le monde digital qui ont des répercussions négatives sur le monde réel. Toute l'expression, il vit dans le virtuel. Voilà. Et lorsque, par exemple, les réseaux sociaux aujourd'hui, au départ, l'Internet, c'était du texte. Et lorsqu'il y a eu l'arrivée du web, le web est devenu le noyau de l'Internet. Aujourd'hui, ce n'est plus le web qui est le noyau de l'Internet, c'est les réseaux sociaux. Tout se fait autour des réseaux sociaux. Le paiement électronique, la promotion marketing des marques, le commerce électronique. Aujourd'hui, tout ce qui se vend sur Internet, il se vend sur les réseaux sociaux. Donc, le piratage, les hackers fréquentent les réseaux sociaux plus que les sites web. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont besoin d'une régulation. Ça n'a rien à voir avec les télécoms. Ils ont besoin d'une régulation. Vous savez, depuis maintenant 20 ans qu'il y a eu les réseaux mobiles, 20 ans de création de données, des milliards de téraoctets dans le monde quotidiennement transportés. Alors, cette métadonnée, cette quantité gigantesque de données, on ne peut plus la gérer d'une façon humaine, naturelle. D'accord. Il faut faire appel à l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui va gérer, traiter, transporter cette grande quantité de données. C'est le prochain défi que l'humanité va affronter. Comment établir les frontières entre le monde notre monde traditionnel, le monde naturel, avec le monde digital, piloté par l'intelligence artificielle. C'est le défi de l'humanité, le prochain défi de l'humanité. On va rester un peu technique. Je reviendrai sur l'histoire des réseaux sociaux parce que je sais que c'est un sujet qui vous passionne énormément, Farid. Oui. Farah, alors la généralisation d'utilisation des réseaux fibre optique pour Internet et téléphonie fixe LTE. Aujourd'hui, concrètement, on en est où? Puisqu'on parlait des infrastructures au tout début de votre intervention. Oui, l'infrastructure opérateur, ça fonctionne, ça se déploie. Tous les jours, vous savez, si on prend la BTS comme exemple. Vous pouvez expliquer au commun des mortels? La BTS, c'est l'antenne qu'on voit partout. L'antenne relais qu'utilisent les opérateurs téléphoniques. La station de base qui capte nos terminaux. Si cette station de base ne capte pas mon terminal, je vais être hors réseau. D'accord. Je ne serai plus joignable. Alors, c'est les antennes qu'on voit sur les bâtisses parfois. Voilà, sur les bâtisses. Et qui ont fait couler beaucoup d'encre à un moment donné. Parfois, il y a des pylônes. Bah oui, c'est le noyau, c'est la colonne vertébrale de l'opérateur. S'il ne capte pas ses abonnés, ça ne sera plus un opérateur. Il ne sera plus fonctionnel. Alors, le souci majeur d'un opérateur, c'est de capter quotidiennement, convenablement, avec la meilleure qualité de service, ses abonnés. Et là, il y a des problèmes. Parfois, ces problèmes sont solutionnés, et des fois, ils n'ont pas de solution. Alors, nous, Algériens, on compare souvent les communications téléphoniques qu'on a en Europe et celles qu'on a ici. Alors, en Europe, effectivement, vous me disiez tout à l'heure, vous rentrez sous un tunnel,
6 km de long et vous n'avez aucune interruption de la communication téléphonique. Chez nous, parfois, le passage d'un quartier à l'autre et vous perdez le fil complètement. L'opérateur est gère soumis à lui-même. des dérogations. Signature du chef de la sécurité de la circonscription, du ministère de la Santé, du ministère de l'autorité de régulation, tout le temps des signatures. Parfois, il y a des endroits urbanistiquement défavorables, c'est-à-dire il n'y a pas où mettre la BTS, alors que cet endroit est très fréquenté par la population, donc cette population doit rester joignable. Le déploiement, l'augmentation du nombre de logements ADL, de nouvelles cités qui ont été construites en un temps record dans des endroits où l'opérateur n'avait pas placé ses BTS, donc il doit y aller vers eux pour installer les BTS, donc il doit encore mettre la main dans la poche pour financer le déploiement de BTS. Tout ça devient un fardeau pour l'opérateur. D'accord ? Et parfois, l'opérateur peut être bloqué pour une simple refus de signature par les habitants du quartier. Alors que s'il n'y a pas la BTS, l'opérateur est absent. Et On est d'accord, chaque opérateur gère ses propres BTS. Oui. Il n'y a J'aurais pas souhaité une façon de faire à ce que... une mutualisation. Voilà. C'est prévu dans la nouvelle loi. Mutualiser. Pour qu'il y ait une antenne. Une antenne Pour les trois. ou bien un pylône où les trois opérateurs installent leur antenne sur le même pylône. Ça existe en Chine, le pays le plus peuplé au monde. En Chine, il n'y a pas d'antenne sur les bâtisses. Il n'y a que des pylônes partout. Et chaque pylône contient les antennes des opérateurs. D'accord ? Des opérateurs. Des opérateurs. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez, un pylône avec premier étage pour un opérateur A, le deuxième pour un opérateur B, le troisième pour un opérateur C. Ou plus, s'il y en a plus. Au plus. Généralement, dans les modèles économiques, on ne peut pas aller plus d'opérateurs physiques. Parce qu'il y a deux types d'opérateurs. Il y a l'opérateur physique ou il y a l'opérateur virtuel. D'accord ? Dans les modèles économiques qui existent, dans certains pays, vous avez un opérateur physique qui a une infrastructure réseau et qui a ses antennes et qui vend les services. Dans certains pays, vous avez un opérateur physique, en plus de vendre ses services, il peut vendre une capacité réseau à une société qui n'a pas une seule antenne et qui vend. Le meilleur exemple, c'est Laika Mobile. Laika Mobile n'a pas de réseau. Laika Mobile, c'est un opérateur virtuel présent dans plus de 190 pays. C'est ma mémoire est bonne. 180 pays dans le monde. Pratiquement partout. Partout, alors qu'il n'a pas une seule antenne. Il signe avec les opérateurs physiques. C'est le modèle que j'aurais souhaité voir dans mon pays. Comme ça, pour alléger un petit peu la pression sur les opérateurs physiques, pour qu'ils aillent s'occuper au mieux de la qualité de service, de la qualité du son qu'on écoute dans le terminal, comparer une communication Viber avec une communication classique. Classique. Comparer le son. Pourquoi ? Parce que quand il y a une saturation, quand il y a une pression sur les câbles, sur les fils, il y a une qualité de service qui diminue. D'accord. Et notamment dans la qualité du son qu'on écoute. Donc lorsqu'on parle de problème de réseau avec nos opérateurs téléphoniques actuels, ce n'est pas le problème des opérateurs, mais c'est plutôt le problème de disponibilité de suffisamment de BTS. Les BTS qui sont soumis à une zone blanche. Excellent. On a fait un petit topo général sur les télécoms. Alors, télécom et TIC maintenant, comment vous pouvez, j'ai envie de dire, présenter les deux ? C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Comment voyez-vous les choses ? Non, télécom TIC, plutôt télécom digital ou télécom numérique, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit au départ que le TIC, le numérique concernait principalement l'information et la communication. Maintenant que le numérique concerne les autres secteurs de la vie quotidienne des humains, donc je préfère l'appeler digital numérique. Le numérique et le télécom sont un couple inséparable pour créer l'économie du savoir, l'économie des services. Les télécoms, c'est le secteur qui est chargé de transporter tout ce que le digital produit. Le digital produit les données. La magie du digital, c'est qu'aujourd'hui, on peut
convertir notre voix. Avant, ce n'était pas possible. Quand je dis avant, je dis 2000, 2001, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, je peux convertir le son que j'aimais en données. Et je peux le transporter en réseau. Demain, je peux convertir en données un processus de construction d'un bâtiment avec son volet architecture, avec son volet génie civil, avec son volet urbanistique. Je mets tout ça en données. Et au lieu de ramener des experts et des ingénieurs, des architectes de l'étranger qui vont être très coûteux pour le pays, je leur envoie les données que je récolte. Je leur envoie les données et eux, ils vont travailler avec de nouvelles méthodes grâce aux télécoms. Je vais envoyer les données grâce aux télécommunications. Et eux, ils vont m'envoyer les maquettes en données et l'opération inverse est établie. Qu'est-ce qu'on va gagner? Au lieu de construire une bâtisse en 5 ans, je vais la construire en 2 ans. Je vais gagner du temps, je vais réduire les coûts et je vais contribuer à la création d'une économie de services. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Grâce au télécom et au digital, j'ai pu créer un échange de services entre deux compétences qui sont géographiquement éloignées. Et j'en ai vu. Aujourd'hui, on ne parle plus du bit par seconde ou du kilobit par seconde ou du gigabit par seconde. Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance faciale, on parle de la signature électronique, on parle du paiement intelligent, on parle... Vous suivez l'actualité. Tout ça, c'est le mariage entre les télécoms et le digital qui a créé ces enfants. On parle du blockchain, on parle de bonnes et de mauvaises choses qui vont arriver et qui vont avoir un impact très important sur la société traditionnelle. Quand je dis la société traditionnelle, c'est le monde réel dans lequel nous vivons. Voilà. Pour l'Algérie, qu'est-ce que je peux dire pour l'Algérie dans ce couple? Malheureusement, en Algérie, nous avons, entre guillemets, une grande pluviométrie télécom, si je peux utiliser le terme. Par contre, on a une sécheresse digitale. D'accord? Pourquoi cette sécheresse digitale? Parce que le monde numérique, enfin le volet numérique de la société algérienne, on n'arrive pas à le faire décoller. C'est pas parce que j'ai ouvert un marché de smartphones et de terminaux intelligents dans mon pays que forcément j'ai mis un pas dans le digital. Non, on ne fait pas l'erreur de l'informatique aux années 80. Aux années 80, quand il y a eu l'arrivée de l'informatisation... Ah oui, nos entreprises ont acheté du matos, plein de matos. On a fait croire aux chefs d'entreprise, aux décideurs de cette époque, que le fait d'équiper les bureaux d'un PC, ça allait révolutionner. Non, l'informatisation, c'était le changement du management et de la gestion de la société, notamment dans le volet administratif. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, ça serait pire si on rate le virage parce que notre génération future, c'est une génération totalement digitale. Ouais, la digital native. Il ne peut pas vivre en dehors de son smartphone. Il ne peut pas réviser les cours s'il n'a pas sa tablette devant lui. Alors, tout ce qu'on veut faire apprendre à nos enfants, on est obligé de le faire par le volet digital. Sinon, ça ne marchera pas. Parce que cette génération, c'est une génération totalement digitale. Et on regarde de moins en moins la télé. C'est des gens qui sont tout le temps sur des sites, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur... Qui les tiennent informés, qui les font rire, il y a de la diversité. Il y a tout. En plus, la magie du digital, c'est que ce ne sont pas les propriétaires des sites qui vont aller vers eux. C'est plutôt le contraire. Ce sont les utilisateurs qui vont vers eux. Et qui choisissent leur propre programme. Et qui choisissent leur propre programme. Voilà. Donc, ce côté-là, ce virage, il ne faut pas le rater. Donc, il faut qu'il y ait un contenu local, adapté à notre société. Et à notre culture. À notre culture, à notre société. Et pour cela, il faut changer l'écosystème. Très bien. Et il faut faire une synchronisation entre le modèle politique du pays et le modèle de développement. Vous savez, j'ai cité la signature électronique, j'ai cité
le paiement électronique, j'ai cité la reconnaissance faciale, et j'ai oublié de citer l'enseignement à distance. L'enseignement à distance, c'est un volet dans lequel il faut mettre beaucoup d'argent, il faut investir dans le téléenseignement. L'enseignement à distance permet à... Vous savez, à mon époque, quand j'ai fait l'université, on cherchait tout le temps le meilleur enseignant. Malheureusement, dans un amphi qui ne peut pas contenir plus de 300 places. Et malheureusement, les bons enseignants, ça se compte sur les doigts. Mais avec le digital, s'il y a une lumière dans un domaine, je peux faire en profiter tout le monde. Je peux avoir une classe digitale de milliers de places qui communique avec l'enseignant avec une application. Voilà. C'est ça le digital. Alors, on termine quand même avec l'aspect social, puisque vous insistez énormément, et certainement c'est un sujet que vous abordez régulièrement avec vos étudiants. Question toute simple, et on a dû vous la poser. Aujourd'hui, on a Internet, on a le téléphone portable, on a les smartphones, on est constamment connecté. Comment on faisait avant ? Avant d'avoir tout ça. On se pose tous cette question. Alors, lorsqu'on vous pose cette question à vous, qui êtes régulièrement face à vos étudiants, moi j'ai vu que vous leur dites quoi ? Les deux parties. Les deux parties. La partie déconnectée, faute de réseau, faute de technologie réseau qui n'existait pas. Vous savez, le téléphone mobile, à mon époque, était réservé à certaines personnes. Certains cadres. À certains cadres, non pas parce qu'il n'y avait pas la technologie qui permettait de démocratiser l'utilisation des réseaux mobiles, qui est la technologie cellulaire. La cellulaire est une technologie récente. Mais avant, comment on vivait, comment on discutait, comment on révisait, sans les réseaux, sans Internet, c'était vraiment une époque propre à nous. C'est-à-dire, il y avait quand même un point commun entre le monde connecté et le monde déconnecté. C'était le partage. Aujourd'hui, on peut partager un fichier, on peut partager une photo, une idée, avec des milliers de personnes. À mon époque, on peut partager un document, un livre, entre quelques dizaines. C'est ça la différence. La différence, c'est que, faute de réseau, on ne pouvait pas massifier le partage de la connaissance. Mais, avec les technologies du digital aujourd'hui, on peut les massifier. On peut augmenter la capacité du partage. Mais, à mon époque, il y avait le partage. Le livre, on le partageait entre une vingtaine d'étudiants et on faire en profiter à tout le monde. Mais il y avait un seul livre. Aujourd'hui, il y a le PDF. On peut carrément le partager. Généraliser l'utilisation de ce livre, bien sûr, en respectant les droits d'auteur de l'écrivain du livre, bien sûr. Heureusement. Sinon, on va se lancer dans le piratage. Ça, c'est une autre autre sujet. Ça, c'est un autre point négatif du digital. Voilà. Ben oui, il y a toujours des points positifs et des points négatifs en toute chose. Point positif, point négatif par rapport à la société traditionnelle. C'est ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Parfait, merci beaucoup Falid Farah. Vous êtes consultant TIC, universitaire à l'université de Bab Zouar et rédacteur spécialisé dans le domaine Il y a aussi IT. mes articles qui sont dans le net. Dans le net. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour un prochain rendez-vous de Mythique. Au revoir.